Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elsker, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 10 de Parlons Constitution. Aujourd'hui nous allons parler des régimes politiques, même des systèmes politiques. Quel type de régime? Alors c'est un épisode assez long, donc on va commencer tout de suite. Allez, générique. Alors quelques définitions d'avant-propos, bien sûr. Définir ce qu'est un régime politique. Qu'est-ce qu'un régime politique? Alors un régime, le mot régime vient du verbe latin rego ou regio, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, de l'infinitif reggere, signifiant diriger, mener, guider ou encore commander. Alors ça nous oriente un peu vers une définition, mais il nous faut une définition plus précise. Donc l'idée de régime, c'est l'idée de commandement, quelque chose qui commande, qui dirige, qui guide. Alors selon ce vocabulaire juridique que j'ai déjà beaucoup utilisé, un régime constitutionnel ou politique, ça désigne la forme de gouvernement d'un État. C'est la mise en œuvre dans un État déterminé d'une certaine conception concernant la souveraineté et les principes dont doit s'inspirer le gouvernement, ou les distinctions et relations entre gouvernants et gouvernés, et entre les divers pouvoirs publics. Par exemple, régime démocratique, régime libéral, parlementaire, présidentiel, etc., etc. On parle plus volontiers de régime constitutionnel ou de régime politique selon que l'accent est mis sur l'analyse juridique ou sur l'analyse politique. Alors, le régime politique, système politique, ça semble être la même chose. Là, on vient de définir régime politique, alors système politique, est-ce que c'est pareil? Alors, bien souvent, la distinction n'est pas faite. Les deux sont utilisés sans distinction de sens. Et pourtant, on peut quand même les distinguer. Le système politique serait une notion plus large que le régime politique. Le système politique désignerait alors, si on l'utilise dans un sens différent, le mode d'organisation d'un État en général, en prenant notamment en compte la pratique politique, qui peut se différencier des textes constitutionnels. Ça prend en compte également l'organisation sociale, la structure économique, la culture, etc., etc. Parfois, le terme système politique est simplement distingué du régime politique par le fait que la notion comprendrait la pratique politique. Donc les relations, les normes, les valeurs, acteurs, institutions, etc. politiques, en plus de l'organisation formelle du gouvernement d'un État, qu'on nommerait régime politique. Alors nous, on va utiliser la première définition de régime politique et également système politique, dans le sens que j'ai donné en premier, donc système politique est une notion plus large désignant le mode d'organisation d'un État en général, prenant en compte pratique politique, organisation sociale, structure économique, culture, etc., etc. Bien, donc continuons, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va commencer en fait par donner des typologies des régimes et systèmes politiques, ce qui va nous permettre de définir notamment chaque régime et système politique que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors, première typologie des régimes selon le nombre de personnes qui délibèrent et décident. Tout d'abord la monarchie, dans le sens de monocratie. Si on prend monarchie dans un sens de monocratie, donc synonyme de monocratie, c'est donc un régime ou un système politique dans lequel le pouvoir est exercé par une seule personne. C'est donc très large comme sens, monocratie, plein de régimes différents qui peuvent être des monocraties. Pluricratie, ensuite, donc là on élargit un peu. C'est un régime ou système politique dans lequel le pouvoir est exercé par plusieurs personnes. Ensuite vient l'oligarchie, on élargit encore. Régime ou système politique dans lequel le pouvoir est détenu par un petit groupe de personnes, par une ou quelques familles, ou par une partie de la population formant une classe dominante. Alors avant de continuer, j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. Je mettrai en commentaire épinglé les définitions, si possible, parce que je ne sais pas si on peut mettre un grand commentaire, parce que là j'ai 10 pages de définition, donc je vais essayer de vous le mettre dans les commentaires, avec un commentaire épinglé, avec toutes les définitions que je vais donner dans cette vidéo. Et si j'y arrive pas, je trouverai un autre moyen, ce sera peut-être dans la description, on verra bien, mais regardez, normalement il y aura un commentaire épinglé, si c'est possible. Donc continuons. Donc, après monarchie, dans le sens de monocratie, pluricratie, oligarchie, on peut trouver la démocratie représentative. La démocratie représentative, c'est un régime politique dans lequel les citoyens, en tant qu'électorat de droit ou qu'électorat fonction selon respectivement les théories de la souveraineté populaire ou de la souveraineté nationale, qu'on a déjà vu dans un épisode précédent, ces citoyens élisent des représentants régulièrement
et pour un mandat déterminé. Ces élus représentent la volonté générale. Ils votent les lois, après discussion dans une ou plusieurs assemblées, et les font appliquer. Les gouvernés peuvent exprimer leur opinion librement, dans les limites fixées par la loi, comme l'interdiction d'appel à la haine ou au terrorisme. Après, si on élargit encore, en fait, ça reste à peu près la même chose, mais j'ai décidé de donner plusieurs démocraties différentes, plusieurs termes, plusieurs régimes ou systèmes politiques qui sont la démocratie, et qui sont on pourrait dire, qui prennent en compte l'avis de plus en plus de personnes avec un peuple qui participe de plus en plus. Donc démocratie délibérative, c'est lorsqu'en démocratie représentative, les décisions sont prises après concertation des citoyens. Ces citoyens égaux entre eux délibèrent dans des réunions publiques mais ne décident pas. Donc là, c'est tout le peuple qui décide en démocratie représentative, mais par le biais de représentants. En démocratie délibérative, il est beaucoup plus concerté, disons. Et ensuite, on a la démocratie semi-directe ou participative. Donc c'est un régime politique qui combine des éléments de la démocratie directe qu'on va voir juste après, et de la démocratie représentative. Les citoyens élisent leurs représentants, mais peuvent aussi prendre directement des décisions par le biais de référendums d'initiative populaire, partagés avec des élus, parlementaires, gouvernementales ou présidentiels, pour voter une loi, abroger une loi, proposer qu'une loi soit discutée, changer la constitution, ou encore révoquer un ou plusieurs élus. Ils peuvent participer aux décisions et exercer directement leur pouvoir souverain par bien d'autres manières, comme l'élaboration d'un budget participatif, souvent au niveau local, la constitution de jurys citoyens pour évaluer les élus, ou encore l'élaboration d'une loi dans un domaine particulier par une assemblée de citoyens tirés au sort. Ainsi, les démocraties participatives peuvent-elles être plus ou moins directes ou plus ou moins représentatives. Donc après, on a le peuple qui décide directement, donc la démocratie directe. Donc régime politique dans lequel le peuple exerce directement le pouvoir, en prenant collectivement et directement les décisions, ou en mandatant des représentants et des magistrats par le tirage au sort. Même si, en démocratie directe, parfois, il y a des élections pour certaines magistratures, comme ce fut le cas dans la démocratie athénienne, prise comme exemple de démocratie directe, par de nombreux auteurs, et assez fréquemment, disons, par beaucoup de monde. Alors, après cette typologie, nous allons voir une autre typologie, celle des systèmes politiques dans la République de Platon. Platon, né vers -428 et mort vers -348. Alors pour Platon, la cité idéale, on est en Grèce antique, la cité idéale, c'est une aristocratie avec la théorie du philosophe roi. Je vais pas développer, je vous invite à vous renseigner si ça vous intéresse, et donc ce serait une aristocratie, c'est-à-dire un régime ou système politique dans lequel le pouvoir est exercé de manière exclusive par une catégorie restreinte de personnes considérées comme formant une élite, celle des meilleurs en raison soit de leur naissance, soit de l'instruction, soit des qualités, soit de la fortune. Et pour Platon, ce devrait être les philosophes qui formeraient cette aristocratie. C'est le meilleur système politique selon Platon. Mais il y a une dégénérescence possible de l'aristocratie qui va devenir, lorsque les philosophes vont se détourner de la philosophie, va devenir une timocratie, ou une timarchie. Donc la timocratie, c'est un système politique, donc évoqué par le philosophe grec Platon, dans lequel les aristocrates se sont détournés de l'éducation intellectuelle, de la philosophie comme je viens de le dire, et de la quête du bien commun, et recherchent à la place les honneurs et tout ce qui a de la valeur. Pour Platon, c'est la première étape de la dégénérescence du gouvernement de la cité idéale, qui est une aristocratie, je le rappelle, l'étape suivante étant l'oligarchie plutocratique que nous allons du coup voir après. Si on généralise le concept, la timocratie est donc un système politique dans lequel les gouvernants recherchent avec avidité les honneurs, la dignité, le fait d'être admiré et de se sentir supérieur, et le pouvoir en lui-même. Et l'amour de la guerre, le courage et la gloire peuvent devenir à leurs yeux des vertus. La timocratie va devenir une oligarchie dans le sens de plutocratie. L'oligarchie, on a vu ce que c'était juste avant, donc un régime, un système politique dans lequel le pouvoir est détenu par un petit groupe de personnes, par quelques familles ou par une partie de la population formant une classe dominante. Je ne rappellerai pas à chaque fois quand on reviendra sur des termes qu'on a déjà vus, et même je ne reviendrai pas dessus, parce que sinon ça va durer trop longtemps. Donc qu'est-ce que la plutocratie par contre ? La plutocratie, c'est un régime ou système politique dans lequel la puissance financière et économique est prépondérante, soit en détenant directement le pouvoir,
soit en influençant le pouvoir politique. Et donc là, une oligarchie plutocratique, ce serait du coup les aristocrates qui, après avoir recherché les honneurs, sont devenus une classe recherchant l'argent directement, avoir de la valeur en termes de monnaie, en termes de biens également. L'oligarchie va encore dégénérer en démocratie selon Platon. Le peuple va se rebeller contre les oligarques, contre les plutocrates, pour prendre des décisions du coup lui-même. Mais il y a pire que la démocratie ensuite, et c'est Polybe qui nous le dira dans la typologie suivante. Mais après la démocratie vient la tyrannie selon Platon. Un nouvel homme, un homme providentiel ou une femme providentielle va prendre le pouvoir. La tyrannie, c'est le système politique dans lequel le pouvoir est exercé par un tyran qui règne de façon absolue et arbitraire, après avoir pris le pouvoir illégitimement et qu'il exerce en dépit des lois, et pour satisfaire ses propres intérêts, que ce soit en termes de richesse, d'honneur ou d'avidité pour le pouvoir. Donc c'est le pire des régimes, et pour Platon, et à partir de ce moment-là, il va falloir essayer de, à n'importe quel moment d'ailleurs avant, il faut toujours essayer de revenir à une cité idéale, avec les philosophes rois, puisque c'est le meilleur des systèmes politiques selon Platon. Maintenant, autre typologie, l'anacyclose selon le grec Polybe. Donc Polybe, encore un grec de l'Antiquité, né vers -199 et mort vers -133. L'anacyclose, en fait, c'est un cycle. Comme je le montre à l'écran en ce moment, c'est un cycle. Les régimes, les systèmes politiques, se succèdent les uns après les autres, formant un cycle qui revient toujours à son point de départ. Donc d'abord, il y a la monarchie, commençons par là, donc un monarque qui exerce le pouvoir pour le bien commun, pour l'intérêt général, mais petit à petit va se détacher de cette quête pour ses propres intérêts. Pas forcément le souverain, mais un de ses descendants, par exemple. La monarchie peut durer très longtemps avant de devenir tyrannie aussi. Hein. Et donc après il y aura la tyrannie, on l'a déjà vu. Les aristocrates vont prendre la place du tyran, mécontents. Ils prennent la place du tyran et ils vont du coup former une aristocratie. Mais cette aristocratie les aristocrates vont apprendre le goût du pouvoir et devenir une oligarchie, une plutocratie. Ensuite viendra la démocratie, le peuple va vouloir diriger lui-même. Mais la démocratie va dégénérer en ochlocratie. L'ochlocratie, c'est un terme péjoratif et qui est en fait plus utilisé, ou très très peu, qui désigne une dégénérescence, une dérive de la démocratie. Le pouvoir du peuple devient pouvoir de la foule ochlos en grec. La foule, la multitude, la populace est une masse manipulable, tumultueuse et passionnelle qui impose sa volonté incertaine, changeante et chaotique. Le chaos politique, la vulgarité, la médiocrité et parfois la violence y règnent. Les lois et les mœurs ne sont plus respectées. Et au sein de la foule, les individus en lutte entre eux tentent d'influencer la masse par la démagogie, le clientélisme ou encore le populisme. Et donc, un individu va sortir du lot, un homme, une femme providentielle, et le cycle va recommencer. Monarchie, tyrannie, aristocratie, oligarchie, démocratie, ochlocratie, etc. C'est l'anacyclose, selon Polybe, qui sera repris par différents auteurs plus tard, comme Machiavel. Autre typologie des systèmes politiques monocratiques. Alors là, en fait, je vais prendre toutes les monocraties, enfin une bonne partie des monocraties possibles, et faire une typologie avec les différents régimes monocratiques, différentes monocraties. Tout d'abord, la monarchie dans le sens de royauté. Royauté, c'est une monarchie du coup, c'est un régime politique dans lequel le chef de l'État tient ses pouvoirs, tient ses fonctions de l'hérédité. Et après la monarchie élective. C'est pas tout à fait pareil, et ensuite la démocratie publicitaire et référendaire. Alors qu'est-ce que la monarchie élective? C'est un type de monarchie dans lequel le chef de l'État ne tient pas ses fonctions de l'hérédité, mais de l'élection, comme le nom l'indique. Qu'il soit élu par le peuple, par une classe, par quelques familles ou par quelques personnes. Certains qualifient les démocraties plébiscitaires ou référendaires de monarchie élective, puisque dans ces régimes, les pouvoirs sont détenus dans les faits par une seule personne, soit du fait d'autres institutions trop faibles, soit du fait de son influence, de l'influence de cette personne, qui d'ailleurs tire sa légitimité d'une élection, et souvent mais pas toujours des référendums. Et elle peut être inversée en théorie, mais pas forcément en pratique si les élections sont truquées. Elle peut être inversée en théorie si une élection, voire un référendum lui est défavorable. C'est pour ça que la démocratie publicitaire, qui a pu être mise en place par César,
appelle ça le césarisme, par Napoléon Ier, par Napoléon III, et en partie par Charles de Gaulle, le premier président de la Cinquième République française, peut être qualifié, certains le qualifient, de monarchie élective. Alors, ensuite, on a la monarchie absolue. Donc c'est un régime politique dans lequel le chef de l'État tient ses fonctions de l'hérédité, qu'on le nomme roi, empereur, prince ou autrement. Il détient tous les pouvoirs, et les exerce sans être contrôlé et limité par une autre institution, d'où le terme absolu. Mais dans une monarchie absolue, le monarque est tout de même tenu en principe de respecter une constitution coutumière. Par exemple, les lois fondamentales du royaume de France. Ensuite vient le despotisme, qui est différent. C'est un régime ou système politique dans lequel le pouvoir est exercé par un despote qui règne de façon absolue et arbitraire par la crainte et avec paternalisme. Ensuite, il y a l'autocratie, un régime politique dans lequel une seule personne, l'autocrate, détient le pouvoir sans limitation de façon absolue et tire sa légitimité de lui-même, qui est assez différent. Le tyran est un autocrate, forcément. Mais tous les autocrates ne sont pas des tyrans. Attention. Le tyran, il exerce le pouvoir pour ses propres intérêts, et tous les autocrates peuvent avoir l'idée, peuvent penser, agir pour l'intérêt général. Donc la tyrannie, on l'a déjà vu. Maintenant, une autre typologie. Encore une. Il y en a 12, je crois que j'en ai prévu 12 à peu près. On est à la 5e. Typologie en fonction de la personne qui possède l'État. Qui possède l'État? Alors, durant la féodalité, durant le Moyen-Âge, il y a eu la féodalité et la monarchie. La féodalité, c'était un système politique et une forme d'organisation sociale fondée sur le servage, les serfs, l'hérédité et la propriété terrienne, l'hérédité de la propriété terrienne, et la succession de vassalité entre les suzerains et vassaux. Ces contrats interpersonnels lient toute la société du roi, suzerain des suzerains, jusqu'aux serfs. À noter, même si la société féodale est très rurale, que dans les villes, les communautés de métiers réglementent l'accès aux métiers et établissent des liens similaires à la vassalité avec des apprentis, des compagnons et des maîtres. Donc, après la féodalité, il y a la théocratie. La féodalité, ça appartient à des personnes, du coup, l'État. Théocratie, ça appartient à Dieu, puisque la théocratie est un régime politique dans lequel l'autorité politique a une assise d'ordre divin, et où le détenteur du pouvoir est soit l'incarnation d'un dieu, Dalai Lama, soit son descendant, comme chez les Incas, soit encore son ministre, comme le grand prêtre chez les Hébreux. Dans un État théocratique pur, la loi civile et la loi religieuse se confondent. Ça, c'est une définition du Larousse, en ligne. Dans ce régime, le pouvoir émane de Dieu. Selon Rémi Braque dans La Loi de Dieu, Histoire philosophique d'une alliance, Paris, Gallimard 2008 à la page 24, l'agir humain dans toute son ampleur reçoit sa norme du divin. D'une théocratie, l'État appartient à Dieu. Après, il y a la République. Et là, l'État appartient à personne, ou plutôt appartient à tous, puisque la République, régime politique, dans lequel les personnes exerçant le pouvoir sont élues. L'État et ses biens n'appartiennent à personne, ou plutôt appartiennent à tous, c'est un bien commun, et où le pouvoir ne saurait être exercé par une seule personne. Bien, accélérons un peu. Maintenant, nous allons voir plusieurs oligarchies. Beaucoup d'ailleurs, beaucoup de formes d'oligarchie différentes. L'oligarchie est un terme très très général. D'ailleurs, comme monocratie, on l'a vu puisqu'il y a beaucoup de monocraties. Donc, l'aristocratie, le gouvernement des meilleurs, nous l'avons vu. Ensuite, la méritocratie. Méritocratie, c'est un système politique, économique, culturel et ou social qui tend à promouvoir les individus en fonction de leur mérite personnel et non en fonction de leur richesse, de leur origine sociale ou de leurs relations individuelles. Copinage, favoritisme. Le mérite est un terme vague et polysémique. Le mérite peut donc être fondé sur des aptitudes, le travail, les efforts, les compétences, l'intelligence, la vertu, les qualités, l'expérience, les diplômes, etc., etc. Mais surtout sur la reconnaissance par la société ou par les pairs de ce mérite, évidemment. La définition du mérite et surtout les conditions, les conventions, les processus qui permettent et conduisent à la reconnaissance de ce mérite sont critiquables et sont critiqués, puisque la définition du mérite et les conditions de son attribution ne sont pas uniques, universelles et immuables, et cachent même parfois une sélection inégalitaire et injuste en la légitime. La méritocratie, pour être vraiment une méritocratie, doit être fondée sur l'égalité des chances d'une part, c'est-à-dire que tous les individus doivent disposer des mêmes opportunités qu'il leur conviendrait de saisir ou non, et de les faire aboutir ou non selon leurs capacités et leur volonté individuelle, mais également d'autre part sur la liberté individuelle, et sur une véritable reconnaissance de la réussite du mérite de chacun. Évidemment,
Puisque si le mérite est défini mais qui n'est pas reconnu par les personnes qui détiennent le pouvoir, par les institutions, etc., c'est juste un mot qui n'a pas de réalité. Ensuite vient l'épistocratie ou l'épistémocratie, dans notre typologie. Donc l'épistocratie, ça désigne soit un régime, soit un système politique. Donc en tant que régime politique, l'épistocratie est un régime politique dans lequel ceux qui exercent des fonctions politiques, comme les dirigeants ou ceux qui ont le droit de vote, sont choisis selon leurs compétences, maîtrise ou connaissances dans les domaines dans lesquels ils exercent des fonctions. Ce choix peut par exemple être lié à un niveau de diplôme, à une éducation particulière des futurs dirigeants, à une position sociale dominante dans un domaine d'expertise, à l'exercice de tel métier supposant des compétences et connaissances liées à cet exercice, ou encore à la réussite d'un examen particulier pour obtenir un droit ou une fonction particulière. Plus généralement, en tant que système politique, l'épistocratie, c'est donc un système politique qui accorde plus de crédit ou de pouvoir à des personnes ayant une meilleure maîtrise des sujets traités dans la prise de décision. Donc système ou en tant que régime. Soit c'est plus institutionnalisé, soit c'est en fait dans la pratique, dans l'organisation du pouvoir. La géniocratie ensuite. Géniocratie, ça rappelle un peu la méritocratie, l'aristocratie, l'épistocratie, on tourne autour de choses, mais ça reste quand même assez différent. La géniocratie, là, c'est un régime politique selon lequel ceux qui exercent des fonctions politiques importantes sont sélectionnés selon leur coefficient ou quotient intellectuel. C'est un régime qui a été très très peu mis en place, le terme est assez peu utilisé également, c'est une idée qui a été assez peu mise en pratique. Ensuite la timocratie, la timarchie, on a déjà vu ce que c'était. La plutocratie, pareil. Qu'est-ce que la gérontocratie? Alors, ceux qui connaissent l'étymologie géronte, les gérontes, etc., ils savent déjà de quoi je parle. C'est un régime, ou un système politique, où le pouvoir est exercé par les personnes plus âgées, souvent car considérées plus sages ou plus compétentes. Après, on avance plus vite. La robocratie. La robocratie est un régime ou système politique dans lequel les robots et plus généralement l'intelligence artificielle possèdent le pouvoir et gouvernent à la place des êtres humains. Ethnocratie. Terme peu usité. Pas grand monde utilise ce terme, désignant un pays dans lequel le pouvoir est détenu par une ethnie particulière, c'est-à-dire par un groupement humain qui possède une structure familiale, économique et sociale homogène, et dont l'unité repose sur une communauté de langue, de culture et de conscience de groupe. La chromatocratie, terme peu usité encore une fois, pas très utilisé, qui désigne un pays dans lequel seuls ceux qui ont une certaine couleur de peau possèdent des pouvoirs, fonctions et droits politiques. Ça a pu définir différents régimes, comme le régime de l'apartheid en Afrique du Sud, il y a quelques décennies. Le patriarcat, la phallocratie, et la matriarcat, la gynocratie ou la gynécocratie. Alors il me semble qu'il y a une différence entre patriarcat, matriarcat et phallocratie, gynocratie ou gynécocratie, mais je n'ai pas trouvé la différence, parce que les définitions sont beaucoup trop similaires, mais si prenez garde, certaines personnes pourraient utiliser les termes en ayant un sens différent, légèrement différent. Donc, ce sont des régimes politiques dans lesquels le pouvoir politique est exercé exclusivement par un des deux sexes. Les hommes pour les premiers termes, ou les femmes pour les derniers termes. Donc patriarcat et matriarcat, c'est déjà plus utilisé. Ensuite, la corporatocratie, du coup, ou la corpocratie, c'est un système ou régime politique dans lequel les corporations, les sociétés, les grandes entreprises d'un pays contrôlent la politique de ce pays, ou du moins l'influencent fortement, ou, au plus, détiennent carrément le pouvoir politique, voire se confondent avec l'État. Se confondre avec l'État, en gros, ce serait l'État eux-mêmes, l'État ce serait eux, ce serait des grandes entreprises, ou voire une seule grande entreprise. C'est plus des régimes théoriques là, c'est plus un régime théorique, même si le terme peut être utilisé pour définir une forte influence des sociétés. Mais en tant que gouvernement direct des corporations des grandes entreprises, ça ne s'est pas vu à ma connaissance. Mais leur influence, si. La technocratie. La technocratie est un terme beaucoup plus utilisé ces dernières années. Donc, ça désigne une forme de gouvernement où la place des experts techniques et de leurs méthodes est centrale dans les prises de décision. Selon ceux qui utilisent péjorativement le terme, ces technocrates privilégieraient les données techniques par rapport aux facteurs humains et sociaux. La hiérocratie. Maintenant, la hiérocratie, c'est un peu différent en fait de la technocratie.
C'est un régime ou système politique dans lequel le pouvoir appartient à une caste religieuse. Selon l'écrivain, philosophe et théologien protestant allemand Paul Tillich, une théocratie n'équivaut pas à une hiérocratie. L'Église catholique romaine n'est pas une théocratie, mais une hiérocratie car la hiérarchie y gouverne. Il y a théocratie quand la volonté de Dieu gouverne directement par l'intermédiaire des lois de l'État. On doit bien distinguer ces deux concepts. Donc Paul Tillich dans Substance catholique et principes protestants, Laber et Fides, 1996, page 344. Après la hiérocratie, il faut qu'on avance la voyoucratie. Alors un terme péjoratif, déjà forcément, désignant soit un milieu dans lequel les voyous, les bandits, les brigands sont très nombreux. Parfois ce n'est pas le cas objectivement, ou alors seulement lors d'un événement, mais c'est vrai aux yeux de la personne qui utilise le terme. Donc, ils sont très nombreux avec leur mode de vie particulier, avec leur manière de vivre, avec leur comportement. Mais c'est peut être aussi le fait que ceux qui détiennent le pouvoir ou occupent des postes de pouvoir se comportent ou utilisent des méthodes de voyous. Ou encore, ça peut aussi désigner un territoire dont les bandits, les réseaux criminels, voire des mafieux ont pris le contrôle et y font la loi. Et donc l'État, non, il n'y fait plus la loi, il ne contrôle plus le territoire. Il peut y avoir 3 définitions de la voyou, selon comment on utilise le terme voyoucratie. Maintenant, la pornocratie. Alors, c'est pas un terme très utilisé, mais ça désigne tout simplement un système politique dans lequel les gouvernants sont influencés par leur ou par des courtisans, courtisanes, ou des prostituées, hommes ou femmes d'ailleurs, et ça a été plus utilisé, je crois, pour désigner une petite époque de la papauté, donc au Vatican, où il y avait des histoires entre les courtisans et la famille du pape, je crois. À vérifier quand même, mais le terme est très très peu utilisé. La particratie ou partitocratie. Alors, c'est un terme qui est souvent péjoratif, qui désigne un système politique ou un régime politique. Si l'appartenance à un parti est absolument requise par la loi ou la Constitution pour pouvoir exercer une fonction politique, mais sinon ce sera plutôt pour désigner un système politique, dans lequel les partis politiques détiennent la plupart, sinon la totalité des pouvoirs. Le mot est souvent utilisé pour critiquer les régimes parlementaires ou parfois plus généralement la démocratie représentative. Régime parlementaire qui serait alors soumis aux logiques d'alliance entre partis qui portent atteinte à la volonté populaire s'exprimant lors de l'élection, au risque d'une monopolisation du pouvoir par un seul parti ou quelques partis dominants, au risque que les cadres du parti non élus contrôlent les élus de ce parti, et au risque du non-respect du principe de séparation des pouvoirs lorsqu'un parti détient l'ensemble des organes du pouvoir, ou du moins les principaux. Par exemple, un président de la République, un premier ministre et une majorité dans les assemblées législatives qui sont du même parti. Le terme est pas trop utilisé, mais utilisé surtout de manière péjorative quand il l'est. Ensuite vient le régime de parti unique, dont des États communistes qui appliquent la dictature du prolétariat et une démocratie populaire, que ça c'est des démocraties populaires étant le terme employé par ces régimes, de parti unique communiste, dit communiste. Donc parti unique, c'est un régime politique dans lequel un seul parti est légalement ou constitutionnellement autorisé à gouverner, voire se confond avec l'État lui-même. Ces régimes sont du coup, et par nature, des régimes autoritaires ou totalitaires. Le pouvoir est de fait concentré dans les mains des cadres du parti, voire dans les mains du leader du parti. Parfois des régimes où plusieurs partis existent sont qualifiés de régime parti unique, lorsqu'un parti politique spécifique est dominant, du fait d'une loi ou de la Constitution lui accordant un rôle dirigeant, et que les autres partis sont subordonnés à ce parti dans une coalition unique. Les États communistes, à ne pas confondre avec la société communiste, qui est un idéal, sont des régimes à parti unique dans lesquels le parti unique est le parti communiste, socialiste ou ouvrier selon les pays, et donc ces régimes sont censés mettre en œuvre la dictature du prolétariat issue de l'idéologie marxiste-léniniste. Les États communistes nomment parfois leur régime de démocratie populaire, et souvent à des fins de propagande. La dictature maintenant. Dictature peut être une oligarchie, ou une monocratie. Parce qu'en fait, le mot dictature désigne tout simplement un régime politique dans lequel une personne ou un groupe de personnes, c'est pour ça que je le classe dans oligarchie également, ou un groupe de personnes qui exercent tous les pouvoirs de façon absolue sans qu'aucune loi ou institution ne les limite. Donc c'est une définition de Wikipédia inspirée notamment par la définition du trésor de la langue française. Le terme désignait originellement, en romantique, une magistrature exceptionnelle attribuant tous les pouvoirs, l'imperium, à un seul homme mandaté en tant que dictateur pour une période donnée et pour répondre à une situation d'urgence militaire. Après la dictature, on peut préciser la dictature militaire ou la junte militaire.
Donc la dictature militaire, c'est un type de dictature, dans lequel là où les personnes au pouvoir sont investies par l'armée, et sont souvent directement membres de l'armée. Dans ces régimes, c'est l'armée qui dirige sans qu'aucune loi ou institution ne la limite. Le terme junte militaire, ou parfois simplement junte, est devenu synonyme de dictature militaire, même s'il a un sens plus précis. À l'origine, le mot junte, traduction du mot portugais ou espagnol junta, renvoie simplement à une assemblée exécutive. Mais en français, le terme, en s'inspirant essentiellement de l'histoire des pays d'Amérique latine au cours du XXe siècle, est employé pour désigner une dictature militaire mise en place après un coup d'État et dans laquelle le gouvernement est un directoire, un collège, composé dans la plupart des cas d'officiers. Après, la stratocratie. Alors la stratocratie, c'est un régime politique, dans lequel l'État et l'armée sont traditionnellement et constitutionnellement la même entité. Ils se confondent. Et où les postes gouvernementaux sont toujours occupés par des officiers et chefs militaires. Elle est donc différente de la dictature militaire ou de la junte militaire, dans laquelle le pouvoir de l'armée n'est pas appliqué ou même soutenu par d'autres lois. La gouvernance revient aux militaires d'un point de vue étatique, mais aussi localement avec des chefs de guerre. Accélérons, continuons, la plantocratie, terme vraiment peu utilisé, qui désigne le système politique, économique et social des plantations à l'époque des empires coloniaux, avec leur hiérarchie sociale, maîtres, étrangers au territoire, et propriétaires des plantations, et parfois esclaves affranchis propriétaires, puis les engagés, venant généralement des pays d'origine des maîtres, et enfin les esclaves généralement importés. Donc ça c'est la hiérarchie sociale. Alors l'économie est faite uniquement pour l'exportation des produits des plantations vers les États colonisateurs. Il y a aussi l'acculturation forcée des populations locales, et également des populations importées, une acculturation à la culture de l'État colonisateur, etc., avec d'autres caractéristiques de la plantocratie des plantations à l'époque des empires coloniaux. Ensuite, il y a la polyarchie qui est très particulière. La polyarchie, ça désigne un système politique qui a été théorisé par le politiste américain Robert Alan Dahl, D-A-H-L, pour décrire le fonctionnement politique des sociétés industrielles occidentales. Les caractères constitutifs de la polyarchie sont la dispersion des sources du pouvoir, le droit pour tous de participer à la désignation des autorités politiques, et une organisation qui tend efficacement au règlement pacifique des conflits. Dahl a voulu éviter la confusion, si dangereuse dans le vocabulaire de la science politique, des faits et des valeurs, et il a clairement distingué l'idéal de la démocratie du fait polyarchique, tout en admettant que les diverses formes de la polyarchie puissent être considérées comme des approximations plus ou moins bonnes de la démocratie. Donc je tiens cette définition du site Encyclopædia Universalis. La polyarchie peut aussi plus simplement signifier, en analyse des politiques publiques, qu'il y a de nombreux pouvoirs concourant à la décision publique prise in fine par les élus, c'est-à-dire un pluralisme d'acteurs économiques, socio-administratifs, culturels, etc., avec leurs intérêts, leur vision du monde, en concurrence et négociation lors du processus de décision. Enfin, le terme pris dans un sens très large et étymologique signifie simplement que le pouvoir est détenu par plusieurs organes, que la gouvernance s'effectue à plusieurs, polyarchie. Passons à une autre typologie subjective en fait en fonction de la compétence supposée des gouvernants. Donc il y a l'aristocratie, ce sont les meilleurs. Il y a aussi la cacocratie ou kakistocratie, donc un terme péjoratif, très peu utilisé aussi, désignant le gouvernement par les mauvais, dans le sens d'incapable ou de nuisible, et parfois selon les utilisations dans le sens de mal ou de méchant. Vouloir un mauvais gouvernement peut être une stratégie politique, afin d'obtenir une révolution politique, au contraire d'empêcher une révolution de se dérouler, de la délégitimer, de faire une contre-révolution, une restauration. L'utilisation de ce terme est donc très subjective, comme pour le terme d'aristocratie d'ailleurs, même si le terme d'aristocratie s'est confondu avec le temps avec l'oligarchie. Et voilà. Et donc, idocratie, imbécilocratie, crétinocratie, stupidocratie, autre terme un peu différent, cacocratie, qui est en fait un terme péjoratif aussi, ça se comprend, qui désigne le gouvernement non pas par les mauvais, mais par les idiots, les imbéciles, les crétins, les gens stupides, les sots. Tout simplement. Donc c'est vraiment des termes péjoratifs et très subjectifs, qui peuvent parfois être utilisés dans des débats pas forcément les plus intéressants du monde. Typologie contemporaine. Donc une typologie contemporaine, en fait, c'est une graduation de la démocratie au totalitarisme. Avec d'abord la démocratie, qu'on a déjà vu, l'anocratie ensuite, donc ouverte puis fermée, ouverte ou fermée. Donc l'anocratie est un régime ou système politique souvent instable, entre la démocratie et l'autoritarisme, on verra juste après. Ces régimes sont généralement des régimes transitoires. Une anocratie est dite fermée,
si elle se rapproche plus d'un régime autoritaire, avec une impossibilité pour l'opposition de participer aux élections par exemple. A contrario, une anocratie est dite ouverte si elle se rapproche plus d'un régime démocratique. Ensuite vient l'autoritarisme. Donc l'autoritarisme, c'est un système politique dans lequel l'autorité est exacerbée, parfois dans le discours en tant que valeur, et où les dirigeants cherchent la soumission et l'obéissance de la population par différents moyens, comme la répression, la propagande ou la restriction des libertés. Selon le sociologue Juan José Lins, les autoritarismes sont des systèmes politiques au pluralisme limité, politiquement non responsables, sans idéologie élaborée et directrice, mais pourvus de mentalités spécifiques, sans mobilisation politique extensive ou intensive, excepté à certaines étapes de leur développement, et dans lesquelles un leader ou occasionnellement un petit groupe exerce le pouvoir à l'intérieur de limites formellement mal définies, mais en fait plutôt prévisibles. Dans l'autoritarisme, on a le totalitarisme. Le totalitarisme est un système politique caractérisé par l'imposition d'une idéologie officielle, érigée en dogme, et promettant l'avènement d'une humanité parfaite, un parti unique de masse s'appropriant l'État, et également un contrôle policier des populations par la terreur, une direction de l'économie par l'État, donc ça ce sont les différentes caractéristiques, et un monopole des moyens de communication de masse. L'État exerce ainsi un contrôle total de la société, ou du moins essaye, allant jusqu'à la volonté de contrôler ce que pensent les individus. Donc je répète rapidement, idéologie officielle érigée en dogme promettant une humanité parfaite, parti unique de masse qui s'approprie l'État, contrôle policier des populations par la terreur, direction de l'économie par l'État, monopole des moyens de communication de masse. C'est le totalitarisme. Ensuite, autre typologie, selon l'emprise du gouvernement sur la population. Donc, le gouvernement a une plus ou moins grande emprise sur la population. Alors, le moins d'emprise, donc l'anarchie ou la société communiste. La société communiste ou l'anarchie, c'est une société utopique caractérisée par l'absence d'État et de classe sociale, par la propriété collective des moyens de production, et par une démocratie directe étendue à toutes les questions d'organisation de la société, y compris la planification économique. Cette société est organisée selon l'adage, ou l'aphorisme, du journaliste et historien français Louis-Jean-Joseph Blanc repris par Karl Marx, de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Notons pour éviter la confusion, c'est important que les libertaires qui ne sont pas narco-communistes, comme les capitalistes libertaires, ne souhaitent pas une société de ce type et ont simplement en commun avec les autres libertaires la volonté d'absence d'État et la volonté fondamentale, et la valeur fondamentale de liberté individuelle. Ensuite on a la panarchie. La panarchie est un système politique très peu connu, une théorie très peu connue, donc dans lequel chaque individu est libre de s'affilier au gouvernement qu'il souhaite, voire à aucun gouvernement. Ces gouvernements ne sont attachés à aucun territoire, c'est très particulier, à aucun territoire, mais peuvent former des alliances ou des confédérations pour s'occuper des questions attachées à un territoire donné. En plus des rapports entre individus affiliés à un même gouvernement et dont ce dernier définit les règles, les rapports entre individus sont régis par les règles du droit international, qui peuvent par exemple interdire toute forme de meurtre, même sur ceux non affiliés à un gouvernement, et régir les normes et procédures en cas de litige entre des membres de gouvernements différents. Après la panarchie, on a la démocratie libérale. C'est un régime politique associant à la démocratie représentative les principes de l'état de droit, de la garantie et de la protection de libertés et droits fondamentaux, et selon la définition, associant aussi le libéralisme économique. Ensuite vient la démocratie illibérale. C'est un régime ou système politique, selon qu'il soit issu d'une constitution plus ou moins formelle, ou qu'il dérive d'une pratique politique anticonstitutionnelle, qui selon le politiste Matthijs Bogaerts, je ne sais pas si je le prononce bien, donc je vais vous montrer son nom à l'écran, voilà, Matthijs Bogaerts, et donc c'est une situation démocratique où néanmoins l'indépendance de la justice est malmenée, et les citoyens ne bénéficient pas d'un traitement égalitaire face à la loi, ni de protection suffisante face à l'État ou à des acteurs privés. Après on a l'anocratie qu'on a déjà vu, l'autoritarisme qu'on a déjà vu, le despotisme et la tyrannie qu'on a déjà vu également, et vient l'État policier. L'État policier, c'est un système politique autoritaire dans lequel les gouvernants répriment l'opposition et contrôlent la population par l'utilisation de la police, d'où le terme. Les libertés individuelles
sont fortement réduites, comme la liberté d'expression, la liberté de circulation, la liberté de réunion. Les gouvernants utilisent la police pour réprimer les contestations, souvent violemment, et usent parfois de torture, d'emprisonnement abusif, voire d'assassinat politique. Il y a aussi parfois l'utilisation d'une police secrète et de propagande et de surveillance de masse. Le terme est parfois utilisé en opposition à la notion d'état de droit, qu'on retrouve notamment dans les démocraties libérales. Ensuite vient le totalitarisme qu'on a vu juste avant. Après, autre typologie, des systèmes politiques selon leur rapport au divin. Donc avec la théocratie, qu'on a vu, la hiérocratie, qu'on a vu également, avec sa différence avec la théocratie, et la théocratie. La théocratie, c'est un néologisme qui est très peu utilisé, pour ne pas dire pas utilisé, désignant soit un régime politique, dans lequel toute expression religieuse et toute référence religieuse y est absente et interdite, donc synonyme d'état laïque, ça dépend bien sûr de la définition de la laïcité, soit un régime ou système politique et ou social dans lequel la religion est interdite, par exemple un pays où seul être athée voire agnostique est accepté, ou encore un pays où seuls ces derniers ont le droit d'exercer des fonctions politiques. Le terme est très peu utilisé. Ensuite, autre typologie des démocraties. Alors d'abord la démocratie directe, qu'on a déjà vu. Démocratie semi-directe. La démocratie délibérative, la démocratie libérale, la démocratie représentative, et la démocratie illibérale. On a vu déjà toute la définition. Donc on va passer directement à la typologie suivante. Celle des démocraties représentatives ou semi-directes selon la séparation des pouvoirs en vigueur dans ces régimes. Alors tout d'abord le régime d'assemblée ou régime conventionnel. Alors parmi les démocraties représentatives, monarchie ou république, régime, c'est un régime ou système politique dans lequel une unique assemblée est élue, parfois parmi plusieurs assemblées, c'est-à-dire la totalité ou une majorité des pouvoirs politiques. On utilise ce terme surtout pour qualifier des régimes parlementaires dans lesquels, du fait de la pratique et par une subordination du pouvoir exécutif, et plus rarement du pouvoir judiciaire, une assemblée législative détient une majorité des pouvoirs. Ensuite, il y a la démocratie plébiscitaire ou référendaire, qu'on a déjà vu, et le régime parlementaire. Parmi les démocraties représentatives, monarchie ou république, c'est un régime politique fondé sur une séparation souple des pouvoirs, dans lequel le gouvernement est dirigé par un chef souvent appelé Premier ministre, distinct du chef de l'État. Et surtout, dans lequel le gouvernement est responsable devant le corps législatif. C'est-à-dire qu'il peut être renversé par lui et doit lui rendre des comptes. Que bien souvent, en contrepartie, le Premier ministre ou le chef de l'État peut le dissoudre, au moins dissoudre l'Assemblée la plus importante. Le régime parlementaire est dit moniste si le gouvernement est uniquement responsable devant le corps législatif, et il est dit dualiste si, en plus d'une responsabilité devant le corps législatif, le gouvernement est responsable devant le chef de l'État. Ensuite, il y a le régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire, donc semi-présidentiel, car il y a un régime présidentiel qu'on va voir juste après. Ça, c'est pas bon. Donc, régime semi-présidentiel, parmi les démocraties représentatives, donc un régime ou système politique théorisé par le juriste français Maurice Duverger, associant des caractéristiques du régime présidentiel et du régime parlementaire. Donc il est caractérisé par un chef d'État élu au suffrage universel direct et disposant de prérogatives importantes qui lui sont propres et un gouvernement responsable devant le Parlement. Le chef de l'État dispose dans ce type de régime de légitimité populaire et de pouvoirs importants, essentiellement relatifs au pouvoir exécutif et est responsable politiquement comme le Premier ministre, à des degrés divers selon les constitutions ou la pratique des pays. Certains universitaires et constitutionnalistes critiquent cette notion en disant que ce n'est qu'une variante du régime parlementaire, notamment pour le cas du système politique de la Ve République française, qualifié de système présidentialiste, dualiste, hors période de cohabitation par la constitutionnaliste Marie-Anne Cohendet ou Cohendet, dont je vous mets le nom, que j'ai fait fuiter juste avant. Je ne sais pas comment ça se prononce exactement son nom de famille, donc voilà. Donc qu'on pourrait également nommer, qu'on pourrait également nommer le régime de régime parlementaire à captation présidentielle, ou un régime parlementaire présidentialisé. Ensuite vient donc le régime présidentiel. Donc toujours parmi les démocraties représentatives, mais républicaines, cette fois pas dans les monarchies, c'est pas possible, c'est un régime politique fondé sur une séparation stricte des pouvoirs dans lequel le président est à la fois chef du gouvernement et chef de l'État, et surtout dans lequel le gouvernement n'est pas responsable devant le corps législatif, c'est-à-dire qu'il ne peut être renversé par lui et qu'en retour, il ne peut le dissoudre, séparation stricte des pouvoirs du coup. Ensuite, on peut ajouter d'autres types de régimes, donc j'ai mis plus celui d'un tiré
c'est pas vraiment dans la typologie, c'est des régimes en plus, des noms en plus, habituellement, qu'on classe pas dans cette typologie habituellement. Donc là, il y a le régime directorial ou collégial. C'est un régime politique dans lequel le pouvoir exécutif est confié à un groupe de membres qui l'exercent simultanément. Donc c'est la collégialité. Le collège, qui a donc le rôle de chef de l'État et de chef du gouvernement, prend généralement ses décisions à la majorité. Décisions qui sont ensuite assumées par l'ensemble du groupe. Si le collège possède un président, celui-ci ne sert qu'à représenter l'État et ne possède pas de pouvoir propre. Sinon parfois de manière tout de même limitée, voire très limitée dans des cas très particuliers, comme en cas d'urgence en Suisse. Donc ça c'est l'article 16 et 26 de la loi fédérale 172.010 du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration. Voilà, comme ça vous avez la source si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. La monarchie constitutionnelle ensuite. Donc la monarchie constitutionnelle, c'est un type de monarchie en opposition à la monarchie absolue, dans lequel les pouvoirs du monarque sont limités par une constitution, des lois fondamentales ou des coutumes. Dans ces régimes, il existe une séparation des pouvoirs entre le monarque, disposant parfois d'un pouvoir faible, en comparaison d'autres institutions comme le Premier ministre. Ensuite vient la monarchie parlementaire. C'est un régime associant une monarchie constitutionnelle et un régime parlementaire. Ou en d'autres termes, c'est un régime parlementaire où le chef de l'État est un monarque, tout simplement. On peut également ajouter et rementionner ici le risque de la particratie ou de la partitocratie. On a déjà mentionné plus tôt. Alors quelques noms de régimes et systèmes politiques que je n'ai pas utilisés dans les typologies présentées. On a la diarchie, le triumvirat, la tétrarchie, pentarchie et heptarchie sont tout simplement des régimes politiques dans lesquels 2, 3, 4, 5 ou 7 pour les noms qui sont affichés à l'écran, 2 diarchies, 3 triumvirats, 4 tétrarchies, 5 pentarchies, 6, je l'ai pas mis, et 7 heptarchies, donc régime politique dans lequel ce nombre-là de personnes ou groupes, formant chacun un groupe uni comme un collège, si ce sont des groupes, de poids égaux, même si différentes attributions peuvent être réparties entre eux, entre ces groupes, entre ces personnes, qui exercent ensemble, du coup, le ou un pouvoir politique comme le pouvoir exécutif. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La stococratie, ou clérocratie, ou clérostocratie, ou l'autocratie, même si l'autocratie peut sembler plus péjoratif comme terme. Donc, la stococratie, c'est un régime politique dans lequel les représentants du peuple et ou les gouvernants sont désignés par le tirage au sort. Ce mode de désignation fut caractéristique notamment de la démocratie athénienne. Ensuite, la thalassocratie, donc c'est juste un état dont la puissance réside dans la suprématie qu'il possède sur les mers, tout simplement. On a la géminocratie, donc, ceux qui connaissent un peu l'étymologie, ça désigne un régime ou système politique dans lequel des jumeaux ou jumelles possèdent le pouvoir politique, ou à minima, possèdent le pouvoir exécutif. Comme en Pologne, en 2006-2007, où des jumeaux étaient président de la République et président du Conseil des ministres. Ensuite, il y a la nomocratie. La nomocratie, c'est assez particulier. C'est un régime politique dans lequel une loi, fixée une fois pour toutes, représente l'autorité suprême, selon Encyclopædia Universalis, selon le dictionnaire d'Encyclopædia Universalis. Donc, s'il y a un gouvernement, s'il devait y en avoir un, il serait tenu d'agir en conformité avec ce ou ces lois suprêmes. Ensuite, il y a la doxocratie, et étymologiquement, c'est un système politique où l'opinion dirige. Le terme est généralement utilisé pour qualifier une dérive de la démocratie représentative, devenant alors une démocratie d'opinion, dans laquelle les gouvernants prennent leurs décisions conformément à l'opinion publique ou pour flatter l'opinion publique. Cette opinion publique est issue ou extrapolée à partir d'enquêtes d'opinion appelées fréquemment sondages, qui sont relayées et souvent commandées, voire créées par les médias. Parfois l'opinion publique se confond avec ce qui se dit dans les médias dominants, relayant des supposées pensées dominantes. Se posent alors les questions de la représentativité des médias et des critiques formulables et formulées notamment par des sociologues et des politistes sur la notion d'opinion publique, son intérêt pour le politique et les méthodes utilisées pour la capter, l'extraire, la dévoiler. Après on a la réseaucratie. Alors, le terme n'est pas très utilisé et qualifie un système politique ou social dans lequel les personnes appartenant à des réseaux sociaux et ou politiques spécifiques ont, du fait de ces réseaux, des informations pertinentes plus simples à obtenir et des accès privilégiés à certains emplois, à certains postes, à certaines fonctions ou à certains élus pour les influencer. Ensuite, il y a le népotisme, terme un peu plus utilisé déjà que le précédent. C'est tout simplement la tendance à accorder des avantages aux membres de sa famille, à ses amis ou à ses relations, indépendamment de leurs valeurs, voire à des membres d'un groupe d'origine ethnique ou religieux commun,
Il est alors synonyme de favoritisme ou de copinage. Dans son sens premier et le plus étroit, le népotisme désigne le favoritisme de certains papes envers leurs neveux, les membres de leur famille, dans l'administration des affaires, à l'origine. La kleptocratie, maintenant, c'est klepto comme kleptomane, le vol, forme de gouvernement où l'autorité est exercée par des personnes pratiquant la corruption, détournement de fonds publics par exemple, pour s'enrichir ou accroître leur pouvoir. Et le dernier qu'on n'a pas cité, la sociocratie. Alors, c'est un mode de gouvernance d'une organisation ou d'une société partagée par tous, permettant l'auto-organisation et fondée sur 4 règles fondamentales, le consentement, les cercles, le double gain et l'élection sans candidat. Et donc je vous passe ensuite les règles de façon plus précise, car sinon ce sera un peu trop long. Je vous invite à aller soit faire vos recherches vous-même, soit aller voir la définition qui se trouve dans un commentaire épinglé normalement, ou dans la description, ou autrement, je vais vous le transmettre d'une manière ou d'une autre. Je le rappelle. Mais vous pouvez faire d'autres typologies. D'autres typologies sont possibles, et d'autres termes désignant des régimes et systèmes politiques peuvent être trouvés, voire créés. Du coup, trouvez vous-même. Faites vos propres recherches, inventez des nouveaux mots. S'ils sont pertinents, s'ils sont intéressants, ils seront peut-être repris, si vous les diffusez correctement après. Évidemment. Et donc vous pouvez vous amuser à trouver d'autres noms de systèmes politiques, à faire vos propres typologies. Donc maintenant nous allons passer au grand 2, à la deuxième partie. On va donner un avantage, je vais donner un avantage et un inconvénient pour chaque régime ou système, à peu près, j'ai pas tout repris, parce qu'il y en avait quand même énormément. D'abord la monarchie ou la monocratie. Allons vite quand même, l'épisode est déjà assez long. Prise de décision immédiate, possible. Alors, quand il n'y a qu'une seule personne qui décide, elle peut prendre une décision immédiatement. Et c'est ça l'avantage, mais inconvénient que j'ai trouvé, risque d'erreur ou de mauvaise décision, qui est plus important forcément une seule personne. Donc elle peut prendre des décisions rapidement, mais forcément puisqu'elle est seule, il y a plus grand risque d'erreur puisqu'il n'y a personne d'autre pour corriger, pour voir, pour remarquer les erreurs. Aussi bien sûr il y a des conseillers, mais ça reste quand même limité. La pluricratie, donc à 2, 3, 4, 5, 6, 7, peu importe, donc je vous rappelle, diarchie, triumvirat, tétrarchie, heptarchie, etc., pentarchie, ce qu'on veut, une pluricratie dans tous les cas. Alors, personne ne peut prendre une décision sans confronter son point de vue à au moins une autre personne, donc c'est l'avantage. Donc d'abord vous avez l'avantage et ensuite, d'abord vous avez un avantage, ensuite un inconvénient. À chaque fois ce sera comme ça, dans cette partie. Donc personne ne peut prendre de décision sans confronter son point de vue à au moins une autre personne. C'est une bonne chose de pouvoir avoir une contradiction avec au moins une autre personne. Mais c'est aussi un désavantage d'être que plusieurs personnes prennent le pouvoir, car des conflits interpersonnels peuvent détourner les dirigeants de la quête de l'intérêt général, au profit d'un simple règlement de compte, ou de tensions internes. L'oligarchie a un avantage. Le groupe qui dirige est suffisamment restreint pour discuter, souvent, et connaître ainsi les sujets traités. Mais il a tendance à défendre ses intérêts personnels, ce qui n'est pas très bon si on veut défendre l'intérêt général. Évidemment, la démocratie a un avantage, les décisions sont consenties par la population donc plus calme. La majorité du peuple, par contre, la majorité du peuple souverain, ne connaît pas ou trop peu le sujet dont il discute ou décide, ce qui est surtout vu dans les très grands pays, dans les grands pays même, puisqu'évidemment ils vont voter sans voter ou décider, selon la démocratie, plus ou moins directe ou représentative, vont décider sans forcément connaître ce dont ils vont décider, ce dont ils vont discuter. Et puis ça dépend après du sujet discuté. Ils peuvent, Monsieur, Madame X peut être bon sur les questions électriques, sur les questions d'électricité, tout ce qui touche l'organisation du réseau électrique, mais mauvaise n'y connaît rien du tout en agriculture, et va pourtant donner son avis dans les deux cas. Et son avis va avoir de l'importance. Après, du coup, dans les grands pays, ça pose plus de problèmes. Pour l'anarchie, maintenant, avantage, l'horizontalité des rapports sociaux entre individus. L'un des principaux avantages. Mais une difficulté à prendre et faire appliquer les décisions, surtout à grande échelle. La royauté, maintenant. Je fais un peu plus vite pour cette partie, Maintenant qu'on sait ce que veut dire chaque terme, royauté, tout ça, ça va plus vite. Le roi est du coup élevé pour exercer le pouvoir politique. Et ça peut être un avantage, puisqu'il est
du coup élevés dans ce but. Et donc toutes les compétences et les qualités requises, la compétence normalement acquise du fait de son éducation. Mais le monarque est prisonnier de sa destinée, évidemment. Il ne peut pas, d'ailleurs s'il n'est pas réceptif, s'il y a une erreur dans l'éducation et qu'il est en fait un super bon botaniste, et qu'il veut être botaniste et pas du tout être roi, il devra rester roi. Alors bien sûr il y a d'autres avantages, d'autres désavantages, etc., mais on va pas débattre entièrement de tous les régimes, sinon ça prendrait des heures et des heures, et ce n'est pas vraiment l'objectif ici. La monarchie élective a un avantage, le monarque est investi de la légitimité de ses électeurs, ce qui est un point positif pour lui, et pour la stabilité du régime. Mais les électeurs ont tendance à porter tous leurs espoirs sur une personne, à leur ériger en personne providentielle, en sauveuse, ou sauveur. Démocratie plébiscitaire ou référendaire, c'est à peu près pareil. Les décisions sont prises rapidement par un seul individu, qui recourt au vote pour s'assurer du soutien du peuple. Mais le peuple ne fait qu'approuver ou désapprouver. C'est l'inconvénient. La monarchie absolue maintenant, toute décision peut être prise dans l'immédiat et sans limitation, principe de l'absolutisme. Mais l'erreur du monarque peut être d'autant plus néfaste. Reprendre ce qu'on avait dit sur la monocratie il y a quelques minutes, même pas. Le despotisme maintenant. Avantage, les décisions sont moins contestées et plus rapidement mises en application par la population. La crainte, le paternalisme du despotisme y pousse. Mais évidemment, du coup, la crainte, disons que ça nuit au bonheur du peuple. Et donc si c'est ce qu'on recherche, c'est pas forcément une bonne chose. L'autocratie. Toute décision peut être prise dans l'immédiat et sans limitation. Mais l'absence de légitimité de l'autocrate, autre que le fait qu'il soit ce qu'il est, conduit à un régime instable et difficilement durable. Je rappelle que l'autocrate tire sa légitimité de lui-même. Voilà, donc ensuite la tyrannie, qui est un peu différente également. Le tyran a un pays entier à sa disposition pour satisfaire ses désirs. Bon, c'est un avantage pour lui. Mais il ne cherche pas à défendre l'intérêt général. L'autoritarisme maintenant. L'autoritarisme, c'est du coup une obéissance de la population, mais des libertés restreintes, et une crainte pour celle-ci. Le totalitarisme, le pouvoir de l'État est sans limite. Principe, la totalitaire, pouvoir sans limite, pouvoir extrêmement fort, qui touche toutes les caractéristiques, toute la vie, même la vie quotidienne et la vie intime. Touche à tous les aspects de la société et de la vie de chaque individu, comme je l'ai marqué. Les individus peuvent se sentir du coup étouffés, et un mauvais gouvernement totalitaire peut conduire aux pires souffrances, puisqu'il touche à tout, n'importe comment, sans protection, ça peut être horrible. État policier, toute contestation est facilement réprimée par une puissante police, facilement et constamment mobilisée par le pouvoir. Mais pour la population, ce sont des libertés restreintes et de la crainte. Pour la dictature, une prise de décision rapide et non limitée, c'est un avantage, notamment en cas de crise, d'invasion, ce genre de choses, en cas d'urgence. Et du coup, il y a l'absence de confrontation de points de vue. La dictature militaire, donc une réponse militaire adéquate et rapide, mais les décisions sont prises dans les autres domaines que le domaine militaire sont souvent mauvaises et ou néfastes pour la population. La théocratie, le politique tire sa légitimité du divin, mais les croyances religieuses contraignent les décisions politiques. Et les croyances, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Après, ça dépend, ça se discute, évidemment. La hiérocratie. Le clergé administre à la fois culte et politique. À la fois le culte et la politique. La concordance des deux les renforce mutuellement. Le clergé, administrant les deux, peut jouer sur les croyances religieuses, sur le culte, pour sédimenter, disons, pour cimenter son pouvoir politique, pour justifier son pouvoir politique, et utiliser la politique pour administrer le culte plus efficacement. Le clergé, par contre, a tendance à se détacher de la volonté divine, puisque pour défendre ses propres intérêts. Je rappelle, au point de vue de l'hierocratie, c'est une dérive, pour certains en tout cas, de la théocratie, et qui tire sa légitimité du divin. Donc quand on est croyant et qu'on veut un État qui tire sa légitimité du divin, c'est difficile à dire ça aussi. Eh bien, forcément, c'est pas une bonne chose.
Et après, ça reste assez subjectif, les avantages et les inconvénients. L'autocratie, du coup, les croyances religieuses ne lient pas les dirigeants et les décisions. Ça peut être un avantage, mais les dirigeants ne peuvent se référer à une loi divine incontestable. Stable et incontestée. Ils doivent du coup recourir à autre chose. La République, nul ne saurait s'approprier l'État. Avantage important. Mais personne, du coup, n'a un intérêt privé à la conservation au maintien de l'État. Puisque personne n'en tire d'avantage personnel, en tout cas. La partie unique, continuité de la politique menée. La ligne politique est claire et change peu en principe. Mais il n'y a pas de débat contradictoire, ou seulement entre des idées proches au sein du parti. C'est l'inconvénient. La démocratie libérale, le pouvoir central, est moins limité qu'en démocratie libérale. Forcément. Mais du coup, il y a moins de garanties de protection de droits et de libertés individuelles pour la population. Qui est quand même quelque chose qui est au cœur du libéralisme politique. Donc la démocratie libérale, justement, c'est son avantage, garantir la protection de libertés et droits fondamentaux. Mais la prise de décision est plus lente, difficile même, et limitée, car il ne faut pas contrevenir aux libertés et droits fondamentaux. Il faut faire attention à ce qu'on fait, il peut y avoir des juridictions qui s'en mêlent. Ça fait un peu péjoratif comme ça, mais qui pourraient dire non à une loi parce que la loi est contraire à un principe, à un droit fondamental, par exemple. La démocratie représentative, quel est son avantage? La légitimité des dirigeants vient du peuple. Mais le peuple ne fait qu'élire des représentants. C'est une critique à en faire la démocratie représentative, de par notamment ceux qui sont pour une démocratie directe. Dans la démocratie délibérative, la consultation des citoyens permet aux citoyens d'exprimer leurs avis, et aux dirigeants d'être confrontés à de nouvelles idées. Mais la concertation prend du temps, et elle est compliquée à organiser. Et en plus, ils ne décident pas véritablement. Ça a quand même un avantage. Démocratie semi-directe ou participative, le peuple peut directement agir à tout moment, par différentes procédures, comme les référendums d'initiative populaire, comme on l'a vu lors de moments de définition. Le peuple peut prendre des décisions sans expertise, et c'est l'inconvénient. Il peut prendre des décisions sur... ça revient à un inconvénient de la démocratie, qui est que les personnes qui décident n'ont pas forcément la connaissance, et ne se renseignent pas, ne cherchent même pas parfois à se renseigner sur ce dont ils vont décider. Et parfois même ne débattent pas réellement. Ils donnent juste leur opinion sans chercher à confronter leur opinion à d'autres personnes. Pour la démocratie directe, qu'est-ce que j'ai marqué? Le peuple dirige directement. C'est un avantage, notamment pour la stabilité du régime, et du coup pour le consentement. S'il dirige, il y consent. Il consent aux décisions prises, mais du coup c'est difficile à mettre en place, notamment à grande échelle. Sauf pour le tirage au sort. Sauf si on met le tirage au sort en place, qui a d'autres inconvénients. Le régime directorial est collégial. Les décisions de l'exécutif sont collectives, donc confrontation de points de vue obligatoire. Mais des décisions difficiles, longues, et un risque de conflit interpersonnel. Continuons la particratie ou partitocratie. Alors il y a obligation de passer par un parti, donc ça oblige forcément le parti pris, de prendre parti. Mais du coup, il y a des risques de logique d'alliance partisane, au détriment de la volonté populaire, de monopolisation et du contrôle des élus par les cadres. La polyarchie. Bon. Concertation systématique d'une multitude d'acteurs variés qui concourent à la prise de décision des élus, donc on prend en compte énormément de points de vue. Mais les discussions sont très longues, et en plus, le fait de prendre en compte les intérêts privés est discutable. Est-ce que les intérêts privés doivent autant influencer l'intérêt général? C'est une discussion qui n'est pas terminée, le débat n'est pas tranché même entre les sociologues et politistes. Ça se discute en politique et également, c'est une question qui n'est pas tranchée. La doxocratie. Comme en politique, beaucoup de questions ne sont pas tranchées. En doxocratie, l'opinion publique est prise en compte. Donc ça c'est une bonne chose, mais après, qu'est-ce que l'opinion publique? Et l'opinion publique ne devrait pas guider les actions des gouvernants, si ce n'est qu'une opinion. Déjà, qu'est-ce que l'opinion publique aussi? C'est une autre critique qu'on a évoquée quand on a parlé de la définition même de la doxocratie. Donc l'opinion devrait-elle guider? Est-ce que ce n'est pas la recherche d'une vérité, d'un savoir, de ce qui pourrait être vrai, quelque chose d'une connaissance, d'une quête de l'intérêt général, non pas de simple opinion, qui devrait guider l'action des gouvernants. Voilà, la féodalité maintenant. Alors,
ça a eu un avantage, nettement historique, ça a permis d'unifier un territoire large, avec des liens interpersonnels assez forts du coup, et donc c'est un des avantages que les individus ont peu de possibilités de changer de vie, ils sont fortement contraints par leur situation de naissance. La nomocratie. Alors, la loi est inviolable, certaine et constante. Ah, ça c'est clair. C'est la nomocratie, c'est le principe même. Mais du coup, c'est aussi son désavantage, son inconvénient. Elle peut pas être discutée et changée. Donc si elle est mauvaise, c'est tout le régime qui n'a plus de sens. La panarchie. Alors, il y a une grande liberté pour les individus, puisqu'ils peuvent choisir le gouvernement, mais du coup, c'est une organisation très complexe en pratique, qui peut rendre la vie quotidienne angoissante même. Car elle est pleine d'incertitudes, notamment d'incertitudes sur les autres. Sur qui? Sur les autres personnes. Quel gouvernement sont-ils? Ils sont dans aucun, dans celui-ci. Comment je peux agir avec lui? Comment est-ce qu'il peut agir avec moi? Donc ça peut être régi par le droit international. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Au niveau aussi de l'organisation quotidienne. Quand on est, par exemple, avec une administration qui fonctionnerait que pour seulement ceux qui adhèrent à un gouvernement. Une complexité également pour tout ce qui est gestion monétaire, avec par exemple des cotisations sociales, mais seulement pour ceux qui adhèrent à un certain gouvernement. Avec un autre gouvernement, c'est aussi des cotisations sociales, mais différentes, sur d'autres critères, avec des montants différents. Une complexité qui peut être angoissante. La robocratie. Alors la robocratie, les êtres humains sont déchargés de toute responsabilité politique. Alors là, ils sont tranquilles. Mais comment on règle la machine? Pour qu'elle fasse ce qu'on veut. Et qu'est-ce qu'on veut? Comment du coup on la règle? Comment faire pour qu'elle... Alors que nous-mêmes on n'y arrive pas, comment régler une machine pour qu'elle y arrive elle-même? Bon, ça pose énormément de questions, énormément de difficultés. Notamment des questions philosophiques sur la politique, sur la possibilité d'obtenir une vérité politique. Est-ce qu'une machine pourrait le faire également? Est-ce qu'on peut la régler pour qu'elle prenne en compte suffisamment, correctement? Est-ce qu'elle peut prendre en compte la complexité de la politique et en fait de la réalité? Car la gestion de la complexité par une machine, c'est pas évident. C'est pas évident. La stratocratie. Alors maintenant, la stratocratie, donc c'est un état militairement fort et résilient. Il résiste, il est résilient, il résiste, il est limité aux attaques militaires, puisque il est militairement fort, forcément, puisque c'est l'État et l'armée sont mélangés, sont la même entité. Mais l'État est généralement autoritaire et très vertical, normal, puisque c'est l'État et l'armée se confondent, et l'armée est souvent autoritaire, en tout cas très très hiérarchisée, donc très verticale. Corporatocratie, on continue d'avancer. Alors les grandes entreprises dirigent et font attention à la santé économique du pays. Parce que ce sont les plus grandes entreprises qui guident en quelque sorte l'économie du pays. Mais bon, inconvénient, c'est un gouvernement pour les intérêts privés des corporations au lieu de l'intérêt général. Et ça peut nuire également aux intérêts individuels, notamment des employés. On peut voir comme on peut en trouver dans des œuvres de science-fiction, je pense. La plutocratie, alors l'argent. Les riches ne sont pas dépendants. Ça c'est un argument qui est revenu dans l'histoire, notamment quand, pour ceux qui connaissent, le suffrage censitaire en France. Quand on l'a mis en place, du coup, avec la Révolution française et tout ça, l'argument c'était que les riches ne sont pas dépendants, et ont le loisir, le temps pour s'occuper des fonctions publiques. C'est un argument qui revenait notamment de la part de Sieyès, je crois. Emmanuel Joseph Sieyès, pendant la Révolution française. Celle de 1789. Hein. Défense des intérêts des riches, c'est le problème. Font-ils réellement chercher l'intérêt général, ou à défendre leurs propres intérêts, leurs intérêts de classe? Critique notamment marxiste. La timocratie. Recherche de soutien populaire. C'est un avantage, même si le terme timocratie, rien que donné par Platon, est négatif. Mais du coup, il y a l'absence de recherche du bien commun, et c'est pour ça qu'il dit que c'est une mauvaise chose. Mais il y a recherche du soutien populaire, que l'aristocratie, en tout cas, tel que Platon dans la cité idéale, ne cherche pas forcément. Ne cherche pas forcément un soutien populaire. Donc ensuite, la gérontocratie. Donc avec l'âge vient l'expérience. C'est l'argument principal de l'idée que les personnes âgées devraient plus participer, qu'avec l'âge, du coup, on a plus d'expérience, on a plus de compétences, tout ça, mais en fait, ça a notamment un inconvénient, c'est le risque de routinisation, de conservatisme. Il reste dans une routine, donc il n'y a pas ou peu d'idées radicalement nouvelles, et donc
une faible aussi résilience face au changement, très routinier, une routinisation. Bien, continuons du coup, la géniocratie. Géniocratie, les gouvernants sont les plus intelligents. Et oui, c'est pour ça qu'on les sélectionne sur le QI. Mais le QI représente-t-il vraiment l'intelligence? Ça, c'est une grosse critique du QI. Est-ce qu'il représente quelle intelligence? Est-ce qu'il y a une seule intelligence définie, que le QI saisit réellement? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'autre intelligence? Et est-ce que c'est vraiment l'intelligence qui est prépondérante ou l'organisation? Voilà, il y a d'autres critiques à faire. Parce que c'est pas l'organisation des pouvoirs qui est aussi très importante, plus que les personnes qui détiennent le pouvoir. Ou autant. Vraiment, le QI représente-t-il l'intelligence? Et quel type d'intelligence? L'intelligence est-elle unique? Ou y a-t-il plusieurs intelligences? Laquelle est importante en politique? Etc., etc. Technocratie, maintenant. Technocratie, toutes les décisions sont prises après une expertise, une étude et d'impact. C'est une bonne chose. Mais la décision est lente et la méthode peut être contestable. Et elle est souvent contestée également par ceux qui critiquent la technocratie. La méritocratie maintenant, alors chaque place dans la hiérarchie est occupée par quelqu'un qui a prouvé sa valeur, qui a prouvé sa compétence, c'est le principe de la méritocratie. Mais la définition de ce qu'elle mérite est souvent discutable et discutée. C'est les critiques du mérite et de la méritocratie, tout simplement. Maintenant, aristocratie, et on arrive aux deux derniers, aristocratie et épistémocratie juste après. Et après on aura fini à donner un avantage et un inconvénient pour une bonne partie des régimes et systèmes politiques définis dans cette vidéo. Ce sont, en principe, les meilleurs dans l'aristocratie qui gouvernent, même si la définition de meilleur est très différente selon l'aristocratie. Et le peuple ne participe pas ou peu aux décisions dans une aristocratie, contrairement à certains privilégiés. Donc il n'y a pas de consentement. Certains privilégiés ou vus comme privilégiés. Et donc plus agités, contestataires et potentiellement révolutionnaires. Plus de chances qu'ils soient contestataires. L'épistocratie, l'épistémocratie, donc ceux qui dirigent connaissent les sujets sur lesquels ils décident et s'appuient sur des connaissances et recherches. Épistémé, je le rappelle, c'est le savoir. Mais une bonne méthode et de bons critères de sélection des dirigeants est difficile à trouver. Et la façon dont on transmet les connaissances peut conduire à l'hérédité de fait des fonctions. Prenons l'exemple. Si les connaissances requises sont plus facilement accessibles, plus facilement transmises dans des classes, disons des classes supérieures ou des classes particulières, des classes d'intellectuels, et que par exemple l'école ne permet pas à tout à chacun d'obtenir ces connaissances, de fait, même si c'est pas inscrit dans des lois ou dans une constitution, de fait, ceux qui vont avoir les connaissances, qui vont pouvoir diriger, seront les enfants de ceux qui dirigeaient avant, donc hérédité. Puisque c'est leurs parents qui l'ont transmis, parce qu'ils appartiennent à une certaine classe. C'est un risque de l'épistocratie, c'est un inconvénient possible, et bien sûr, difficulté, comme je l'ai marqué, de trouver des bons critères pour sélectionner les dirigeants. Donc maintenant, on va se poser la question, faut-il choisir dès maintenant dans cette série pour un de ces régimes ou systèmes? Alors non. Non. Mais on peut donner ici des grandes lignes. Les régimes et systèmes politiques dont il est susceptible que nous nous en inspirions dans la suite de Parlons Constitution. Alors pourquoi non? C'est une bonne question. Pourquoi est-ce que je vous réponds non maintenant? Car sinon cette série perdrait grandement de son intérêt. Si je vous donne maintenant un régime, à quoi ça va nous servir de réfléchir? À quel régime? À comment est-ce qu'on l'organise? L'organisation des pouvoirs? À quel système de vote, etc. Est-ce qu'il faut une assemblée, etc. Toutes les autres questions qui vont venir, sur notamment les garanties ou pas, des droits et libertés fondamentaux. Donc sinon ça perdrait de l'intérêt. On s'enfermerait du coup dans un choix dès le début, ce qui empêcherait toute réflexion, comme je viens de le dire, qui s'écarterait du coup de ce choix. Toute réflexion qui s'écarterait de ce choix serait directement mise à la poubelle. Et du coup, pourquoi il nous faut garder la liberté de former un régime, un système politique différent, que je n'aurais pas cité là, ou plus complexe, car ce sont des typologies, ce sont toutes les régimes, par exemple toutes les démocraties représentatives, ne rentrent pas pile dans la définition de démocratie représentative. Tout ce qui est qualifié de dictature ne rentre pas pile dans la définition de dictature. C'est un bloc, c'est un groupe. C'est pour simplifier et comprendre, saisir le monde. Ça fermerait beaucoup de portes, de possibilités. Donc c'est pour ça que je peux pas donner maintenant, mais je peux donner des noms de régimes et systèmes politiques qui nous inspireront du coup dans la suite de Parlons Constitution. Donc la République, le régime directorial, l'oligarchie élective, l'aristocratie,
l'épistocratie, la méritocratie, la technocratie, la dictature, la stococratie, la polyarchie, la démocratie libérale, la démocratie représentative, démocratie délibérative, démocratie directe, démocratie semi-directe, et après c'est les conclusions. Donc je reviens rapidement. Pourquoi la République? Pourquoi est-ce que ça pourrait nous intéresser? Dans la recherche notamment d'un État qui agisse pour le bien commun, pour le bonheur, pour essayer de permettre à chacun d'atteindre le bonheur, plus que de trouver ce qu'est le bonheur en lui-même. Parce que l'imposition d'un bonheur unique pour tous, après ça dépend des définitions du bonheur, mais ça peut être contestable et ça peut être délétère. La République, du coup, je pense pas que la monarchie soit une bonne chose, mais on y reviendra probablement. Le régime directorial, qui inspirera également, je pense, donc, cette idée qu'il y ait plusieurs personnes. L'oligarchie élective, dans le sens où il pourrait y avoir des élections, ce genre de choses. L'aristocratie, donc les meilleurs, l'épistocratie sur le savoir, sur le mérite, mais aussi la technocratie avec l'expertise. La dictature, pourquoi ça pourrait nous inspirer, notamment dans le sens qu'avait avec un mandat en cas d'urgence, notamment en Rome antique, dans la Rome antique. Donc le dictateur, il avait l'imperium pour un certain temps, pour résoudre un problème, un conflit. Ça pourrait être intéressant, notamment pour, comme c'est dans la Cinquième République déjà le cas, pour avoir des pouvoirs spéciaux en cas d'urgence, ce genre de choses. La stococratie, qu'on pourrait s'en inspirer également. La stococratie, c'est le tirage au sort. Ça peut être intéressant, en tout cas, de prendre en compte. La polyarchie, donc prendre en compte les points de vue, les arguments, les intérêts de nombreuses personnes, faire participer beaucoup de monde à la décision, beaucoup d'acteurs différents, avec leurs intérêts différents, avec des visions du monde différentes. La démocratie libérale, la démocratie représentative, délibérative, directe et semi-directe, donc là, la démocratie, en général, mais pas la démocratie libérale, on y reviendra peut-être, notamment quand on parlera de la garantie des droits fondamentaux et libertés fondamentales, quand on parlera de ça, mais on parlera pendant plusieurs épisodes, et dans quelques épisodes, il me semble, 4 ou 5, 3, je sais plus. Bientôt, en tout cas dans des épisodes prochains, on y reviendra sur tout ça, c'est ce qui m'inspire en tout cas, et tout le reste c'est à peu près rejeté. Mais donc on évoquera pour toutes les questions pour faire une constitution comme c'est l'objectif de cette série. Donc conclusion, allez rapidement, l'épisode est très très long, plus d'1 heure, c'est la première fois que je fais un épisode aussi long. Régime politique, du coup on a défini ce que c'était, forme de gouvernement d'un État, mode d'organisation des pouvoirs publics, voilà. À ne pas confondre, on a fait la différence avec le système politique, qui est un mode d'organisation d'un État en général, on prend notamment en compte la pratique politique, l'organisation sociale, la structure économique, etc. On a ensuite vu une multitude de régimes et systèmes politiques, ça nous a pris plus de 50 minutes, enfin 40 minutes je crois à peu près. Mais nous n'avons pas fait de choix d'un régime ou de système politique maintenant, car il faut garder la liberté de former un régime ou système politique différent ou plus complexe, notamment en prenant en compte un nombre significatif de régimes, comme vous l'avez remarqué à la fin, même s'ils ont des points communs, qui vous indiquent un petit peu, disons l'idéologie, disons la pensée qu'il y a derrière cette constitution, derrière cette série, qui est la mienne en fait, comme je vous rappelle, vous pouvez aller voir l'épisode de présentation, ça vous rappellera, si vous l'avez pas vu, ça vous dira à quoi sert cette série, ce qu'on fait dans cette série. Voilà, et donc l'épisode prochain, on va s'attaquer du coup à quelque chose d'assez intéressant. On a vu la séparation des pouvoirs ou séparation horizontale des pouvoirs, même si on n'a pas décidé complètement, puisqu'évidemment tout se fait ensuite petit à petit, mais là on va voir la séparation verticale des pouvoirs. Donc, pour un petit teasing, vous savez peut-être déjà qu'il y a des pays, c'est des fédérations, d'autres des États unitaires, comme la France, des fédérations comme l'Allemagne, ou comme les États-Unis d'Amérique aussi. La Suisse est une confédération, mais c'est entre la fédération et la confédération en fait. Voilà, on va notamment définir ce genre de choses. Il y a aussi des États régionaux, il y en a un en particulier, les régions sont importantes. Donc c'est l'Espagne, c'est les États décentralisés, comme la France, qui est un État unitaire, mais décentralisé. Voilà, on va définir tout ça, on va en parler, et on va probablement décider pour la Constitution, si on doit avoir un État unitaire, décentralisé ou non, etc., etc., fédéral ou pas. Voilà, on va en parler dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout celui-ci. Il était très long, j'ai essayé de parler rapidement. J'espère que ça n'a pas trop nuit à la compréhension, que vous avez tout compris, que ça vous a servi, que vous avez découvert des choses, notamment des
les noms de régimes, les noms de systèmes politiques différents, les typologies, la possibilité d'en faire plusieurs, l'ouverture en fait, c'est un épisode d'ouverture à différents régimes, différentes possibilités. Moi j'ai apprécié travailler pour faire cet épisode, faire le diaporama, faire les recherches avant pour faire les définitions. Je vous rappelle que en description, normalement en commentaire épinglé, il y aura un commentaire épinglé avec toutes les définitions qui ont été données dans cet épisode, dans l'ordre alphabétique d'ailleurs. Donc merci d'avoir regardé celui-là. La fois prochaine, séparation verticale des pouvoirs. C'était Alesquière, encore merci, n'hésitez pas, commentaire, pouce bleu, abonnement, salut à tous, à bientôt.